La Société royale du Canada vous souhaite le bienvenu à la séance de webinaire sur l'investissement dans la main-d'œuvre infirmière du Canada après la pandémie, un appel à l'action. Je suis ravi d'être la modératrice de la séance d'aujourd'hui. Je m'appelle Tara Sampali, directrice scientifique principale Nova Scotia Health, et je suis la coprésidente de l'étude qui est présentée aujourd'hui. La Société royale du Canada est l'Académie nationale du Canada. Elle reconnaît les intellectuels, les universitaires, les chercheurs et les artistes les plus éminents du Canada et les mobilise dans le cadre de discussions et de débats ouverts afin de faire progresser les connaissances, de créer une compréhension interdisciplinaire intégrée et d'aborder les questions qui sont essentielles pour le Canada et les Canadiens. Et j'aimerais souligner que le SRC est l'hôte de cet événement et que ses bureaux sont situés sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine. D'un océan à l'autre, nous sommes reconnaissants de reconnaître le territoire ancestral et non cédé des Inuits, des Premières Nations et des peuples autochtones, et de reconnaître les douzaines de langues et de cultures que les peuples autochtones ont apportées et qui enrichissent ce que beaucoup appellent l'île de la Tortue. Cet événement est enregistré et sera affiché sur le site web d'Odyssey après l'événement. L'événement d'aujourd'hui explore les thèmes de l'exposé de politique de la SRC intitulé Investir dans la main-d'œuvre d'infirmières du Canada après la pandémie, un appel à l'action. Cette étude vise à identifier et à mieux comprendre les facteurs qui ont contribué à des pénuries de personnel infirmier de longue date au Canada et dans le monde et à élaborer des recommandations et des actions clés pour aider à prévenir l'attrition supplémentaire des infirmières canadiennes, des rôles de point d'intervention dans le sillage de la crise COVID-19. Je suis ravi de vous annoncer que nous avons un fantastique panel d'experts qui apporteront leur expertise à plusieurs niveaux, provincial, national et international. Nous avons la Dr. Kerry McCarthy, qui est une agente technique travaillant dans le département des effectifs de santé à l'Organisation mondiale de la santé. Bienvenue, Carrie. Nous avons Linda Silas, ou Silas, qui est la présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers. Bienvenue, Linda. Et nous avons la Dr. Gail Tomblin-Murphy, qui est la vice-présidente de la recherche, de l'innovation et de la découverte et l'infirmière en chef de Nova Scotia Health, ainsi que la présidente de l'étude qui sera présentée aujourd'hui. Donc, pour commencer, nous présenterons les conclusions de cet examen, qui est vraiment ce que nous présentons aujourd'hui. Ensuite, vous entendrez les perspectives clés de la Dr. Gail Tomblin-Murphy qui préside cet examen. Vous entendrez également Linda Silas qui a été un membre clé de cette étude et qui apportera son point de vue au niveau national. Et nous avons également la Dr. Caroline McCarthy qui apportera la perspective internationale et certains des grands travaux qu'elle a menés également. Ensuite, nous nous tournerons vers une discussion de groupe et poserons une question à cet étonnant panéliste afin que nous puissions l'entendre. Je vous encourage vivement à saisir l'occasion de parler à ces merveilleux experts et à poser vos questions à la fin de la discussion. Et pour participer aux questions-réponses, il vous suffit de soumettre votre question via la fonction Q&A en bas de votre écran, questions-réponses. Et si vous souhaitez participer à la conversation en ligne ou en savoir plus sur les événements de la SRC, les séances d'information sur les politiques, vous pouvez suivre la SRC sur Twitter à l'adresse RSC The Academies. L'adresse a également été incluse dans les diapositives positives PowerPoint et je pense que sans plus tarder, nous pouvons commencer l'événement principal. Donc, pour commencer, j'aimerais accueillir la Dr. Gail Tomblin-Murphy pour nous parler de cet aperçu. Et je me joindrai à vous, Gail, pour présenter quelques enseignements tirés de cet exposé. Merci beaucoup et merci à vous tous de vous être joints à nous aujourd'hui et merci Dr. Sampali pour le leadership que vous avez apporté sur de nombreux fronts et un merci spécial à la Société royale du Canada pour avoir mis en lumière cet appel à l'action très très important. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Je suis également très reconnaissante envers les experts qui ont travaillé sur ce sujet à travers le pays. Beaucoup d'entre vous participent aujourd'hui et ce travail n'est que le résultat du travail que nous avons fait ensemble. À ce stade, j'ai le plaisir d'être ici avec vous, bien sûr, et de reconnaître en plus de ce que vous avez, Tara, au moment où nous parlons. Je vous parle ici depuis Mi'kmaq. C'est le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Nous sommes tous signataires d'un traité.
J'aimerais dire que je suis une infirmière et que je suis d'abord une infirmière. J'ai une formation d'infirmière en soins intensifs et j'ai eu toute une carrière ayant l'occasion d'étudier les soins infirmiers et d'aller de l'avant, de formuler des recommandations, de nombreuses recommandations, de nombreux rapports. Et vous savez quoi? Beaucoup de ces rapports sont restés sur des étagères et je crois fermement, comme le groupe d'experts et ceux d'entre vous qui ont été engagés dans ce domaine et qui vivent chaque jour le privilège d'être une infirmière, mais aussi les luttes et les défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour. C'est ensemble que ces recommandations vont faire la différence. Ce n'est donc pas nouveau. Et je suis très heureuse que Carrie soit également présente aujourd'hui, car lorsque nous pensons aux travailleurs de la santé, la plus grande partie d'entre eux sont des infirmières. Et nous savons que nous avons joué un rôle essentiel dans tout cela. Les efforts continuent au cours de la COVID-19. Nous avons également fait face à de nombreux défis avant la COVID-19. Nous en tirons les leçons. Et comme nous faisons face aux choses aujourd'hui en termes de recommandations, trouvons des moyens de les faire avancer. La lumière a été faite. Nous avons beaucoup entendu ce terme, mais il a vraiment mis en lumière les lacunes du système de santé actuel et du monde entier, les lacunes réelles, la fragilité du système et celle des soins infirmiers. Et donc, ensemble, allons de l'avant et comprenons mieux de ces problèmes. Ils ne datent pas d'hier. Je suis une personne âgée maintenant et j'y ai été confronté pendant la majeure partie de ma carrière. Alors, Dr Sampali, si vous pouviez juste passer en revue et donner, s'il vous plaît, quelques points saillants du rapport, ce serait fantastique. À vous, Tara. Merci beaucoup, Gail, et merci d'avoir partagé ce contexte. Et vous savez, pour nous, cette opportunité s'est présentée et elle a été fantastique. Comme Gail l'a dit, ces questions ou considérations ne sont pas nouvelles, mais la pandémie a vraiment fait en sorte qu'il est important pour nous d'examiner la situation de la main-d'œuvre à bien des égards et la main-d'œuvre infirmière en particulier. C'est donc la Société royale du Canada qui nous a donné cette occasion, car elle a dirigé de nombreuses notes d'orientation et de nombreuses questions tout au long de la pandémie pour amener les chercheurs et d'autres personnes à réfléchir à certaines considérations et actions politiques clés. C'était donc l'occasion pour nous de nous réunir et nous nous sommes réunis avec un groupe de personnes formidables pour soutenir cette initiative. Et l'une des choses que nous voulions examiner est, vous savez, comme Gail l'a mentionné, ce ne sont pas de nouvelles considérations ou questions qu'il examine. La pandémie les a définitivement mises en avant et portées à notre connaissance. Ainsi, lorsque nous examinons les preuves et les données recueillies au fil des ans, nous constatons que de nombreuses considérations sont passées au premier plan. Par exemple, l'éducation, vous savez, concevoir des programmes d'études fondés sur des compétences, les aligner sur les besoins de santé de la population, s'assurer que nous avons des enseignants qui sont formés aux meilleurs modèles d'éducation, aux meilleures technologies. Et la COVID a certainement apporté la technologie de manière massive pour nous, en fin de compte, pour renforcer les programmes éducatifs qui aideront à atteindre les compétences des infirmières dans les soins primaires et dans nombreux autres domaines. Nous savons également que les infirmières ont besoin de se sentir valorisées. Nous devons nous assurer que leur expertise est mise en avant, donc en pensant à l'optimisation de plusieurs façons, mais vraiment pour mettre cette valeur en avant. En pensant à la prestation de soins en équipe, comment tous les membres de l'équipe peuvent-ils faire partie du processus et comment les infirmières peuvent-elles également jouer un rôle clé dans les environnements d'équipe et rendre les lieux de travail sûrs et favorables. Et puis nous pensons à l'emploi de plusieurs façons. Comment pouvons-nous réellement aider les gens à ressentir la satisfaction de fournir les soins, de faire progresser les meilleurs soins aux patients? Ce sont des choses essentielles que les infirmières se font dire au fil des ans et qui s'inscrivent dans le processus de recrutement et de fidélisation où elles deviennent des considérations essentielles. Et le leadership. Les infirmières sont des leaders et elles travaillent de nombreuses façons différentes pour apporter leur soutien. Et comment s'assurer que les gens sont engagés, y compris ceux qui travaillent dans les zones de soins? Comment pouvons-nous les faire participer? Et donc, quand vous pensez à tout cela, et ce n'est pas une surprise que nous y réfléchissions à partir de la pandémie pour voir comment tout cela est vraiment devenu beaucoup plus grand, plus important, et nous voyons des infirmières quitter l'organisation. Nous avons donc été reconnaissants lorsque la Société royale du Canada a offert cette opportunité à Gail en tant que présidente, et nous avons vraiment pensé à apporter cette expertise clé et à essayer de comprendre quelle est cette opportunité, où en sommes-nous maintenant, que pouvons-nous comprendre de ce qui se passe déjà et de ce que nous avons grâce
ce que nous savons grâce aux nombreux rapports qui ont été déjà rédigés et comment pouvons-nous nous apporter quelque chose qui alimente l'action. Nous devons agir maintenant. C'est une situation de crise. Comment pouvons-nous faire cela? J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier plusieurs experts de premier plan, ces chefs de file en soins infirmiers, de partout au Canada, qui se sont réunis pour offrir leurs conseils et leur soutien afin de nous aider à réaliser cet examen et à formuler des recommandations en clés. J'aimerais également remercier l'incroyable équipe de la Nouvelle-Écosse qui s'est réunie pour effectuer l'examen en collaboration avec l'équipe d'experts et qui l'a fait à un rythme très rapide. Je dis que nous avons commencé à l'automne 2021 et que nous avions terminé en décembre. Au moment de la publication, nous avons recueilli des informations supplémentaires pour que le rapport soit aussi actuel que possible, compte tenu de la rapidité avec laquelle nous évoluons. Mais j'aimerais remercier, et je veux aussi remercier le Saskatchewan, certains des leaders qui se sont présentés pour fournir et d'autres leaders juridictionnels qui ont offert des conseils et fourni des données pertinentes pour guider l'examen. Nous avons donc puisé à de multiples sources parce que nous savions qu'il y a beaucoup de preuves dans la période précédente de COVID. Et pendant la COVID, nous ne voulions pas donc faire double emploi, mais nous voulions examiner la situation de manière à dire ce qui est cohérent dans les recommandations qui ont été formulées et qui n'ont peut-être pas été abordées de manière efficace et comment nous pouvons vraiment nous appuyer sur ces éléments. Il s'agissait donc essentiellement d'apporter le point de vue des infirmières et de s'inspirer des enquêtes et autres qui ont été présentées et de voir comment nous pouvions nous rapprocher de la recommandation ou de points d'action clés. Comme nous avons annoncé, nous voulions vraiment examiner ce que les données probantes nous disent déjà à plusieurs reprises dans différents types de rapports, examiner les différentes juridictions et ce qu'elles ont fait jusqu'à présent. Nous avons donc examiné un grand nombre de documents, mais de manière très intentionnelle. Nous voulions examiner les tendances et les thèmes. Nous voulions voir ce qui est courant. Nous voulions examiner les juridictions et ce qu'elles font. Nous voulions également examiner les participants, les infirmières qui pouvaient nous donner leur point de vue. Nous avons donc fait appel à des personnes de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan, ce qui a constitué une occasion très importante et nos experts qui sont tous des infirmières et des experts de premier plan dans ce domaine à bien des égards ont apporté le point de vue assez. Ainsi, certaines de nos conclusions sont très cohérentes avec ce qui existe déjà. Tout d'abord, il faut tenir compte de la complexité des patients. Les demandes de soins évoluent. COVID-19 a amplifié cela de différentes manières. Dans le contexte, vous avez une population vieillissante, des besoins en soins complexes, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est devenu une priorité et est apparu dans de nombreux rapports différents. L'équité salariale, nous avons des infirmières qui migrent dans des zones de soins, alors comment faire? Elles quittent aussi l'organisation. Donc, le manque d'incitation, le manque de soutien au développement professionnel. Comment pouvons-nous améliorer cela? La formation, la supervision, le mentorat, la perspective de l'éducation et de la formation, à quoi cela peut-il ressembler, ainsi que ce qui était clair à la fin de nos conclusions, c'est que ces questions ne sont pas nouvelles, mais comment pouvons-nous vraiment construire sur cette base et formuler des recommandations qui nous propulseront vers l'action? Je vais donc présenter les 7 recommandations formulées dans ce rapport, mais Gail va ensuite les regrouper dans des actions clés qui ont été proposées. La première recommandation est donc la suivante. Élaborer une stratégie pan-canadienne qui puisse mettre l'accent sur le maintien et le recrutement de la main-d'œuvre infirmière. Il s'agit d'un élément clé. Non seulement nous proposons une stratégie, mais elle doit être durable. Ainsi, une partie de cette stratégie doit être axée sur la stratégie des ressources humaines en envisageant la nomination d'un rôle clé de leadership en matière de soins infirmiers qui peut diriger le développement, l'opérationnalisation et l'évaluation de la stratégie qui doit être mise en place. Élaboration de données opportunes, complètes et accessibles sur la main-d'œuvre infirmière. Ces données sont essentielles pour éclairer la planification des ressources humaines et la prise de décision dans le domaine de la santé et pour identifier une équipe d'infirmières diversifiée, représentative de toutes les juridictions, qui jouera un rôle clé dans ces activités. La deuxième recommandation consiste à examiner la charge de travail, la dotation en personnel, la combinaison de compétences et les modèles de paiement. Il est important de penser à la flexibilité de ces modèles qui sont également nécessaires et de réfléchir à la façon dont nous pouvons devenir compétitifs à travers le pays, mais aussi à l'échelle internationale, afin de garantir l'équité pour tous ces éléments. Et un thème permanent sur lequel nous voulons nous pencher davantage est celui des considérations relatives à l'EDI, acronyme en français, dans tout cela. La troisième recommandation est de mettre en œuvre un processus systémique au-delà de la rémunération. Il s'agit de valoriser la main-d'œuvre infirmière, de réfléchir à la manière dont nous pouvons réellement apporter de la représentation critique
dont nous avons besoin dans les tables de planification et de prise de décision. Comment pouvons-nous démontrer la valeur de ces activités de mentorat et de développement professionnel et comment pouvons-nous vraiment intégrer le IDE, Initiative de développement économique, dans tout cela? La quatrième recommandation est que nous devons renforcer la voix des infirmières et cela doit se faire de plusieurs façons et je sais que de nombreuses juridictions y pensent vraiment, mais comment rendre cela pratique? Non seulement nous avons besoin de voix à la table fédérale, mais nous en avons besoin aussi au niveau local et il doit y avoir un lien. Mais aussi, nous devons penser aux infirmières dans les zones de soins et la manière dont elles peuvent réellement soutenir ce projet. Et nous devons aussi penser à la façon d'inclure et d'initier les conversations avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les autres organisations et penser à l'équité et à la justice raciale pour renforcer la voix des infirmières. La cinquième recommandation vise à renforcer les partenariats intersectoriels authentiques. Il s'agit de travailler à travers l'éducation, le système de santé et d'autres organisations, les syndicats et autres, pour s'assurer que les partenariats sont vraiment solides et que nous pouvons les construire ensemble. Et donc, cela a été une autre recommandation importante. Et puis, bien sûr, aborder l'équité, la diversité et l'inclusion, l'égalité des sexes, le racisme systémique et l'impact sur la main-d'œuvre. Cela nécessite son propre espace. Nous avons dit que c'était vers cela que nous allions nous diriger au-delà de cela parce que nous pensons que certains des sujets et des recommandations sont si critiques qu'ils ont besoin de leurs propres espaces et qu'ils doivent être examinés plus en profondeur et s'appuyer sur l'excellent travail qui est déjà en cours. Et la septième recommandation est de mettre en œuvre des stratégies de bien-être au travail sûres. Il n'est pas surprenant que les enseignants tirés de la pandémie aient fait de cette question un domaine important. Ainsi, la COVID-19 a révélé de nombreuses vulnérabilités en ce qui concerne les soins de longue durée et d'autres domaines de soins que le système de santé canadien doit vraiment examiner, comment cela affecte les infirmières, et nous devons mettre en œuvre des stratégies qui tiennent compte de la sécurité et du bien-être de notre personnel. C'est donc notre prochaine recommandation. Gail, je vous laisse la parole pour parler des actions clés. Merci beaucoup, Tara. On pourrait dire que nous avons déjà entendu certaines de ces recommandations et donc ce groupe d'experts va de l'avant en termes de faisant-le maintenant. Je pense donc que vous devriez entendre, Linda, Carrie et d'autres aujourd'hui et ce que nous allons faire. Nous avons eu de nombreuses tables de l'action clé autour de l'établissement d'une stratégie pan-canadienne en matière de ressources humaines infirmières, la petite est là, ce que ce soit aux tables fédérales, provinciales, territoriales ou aux tables des communautés locales et il y a définitivement des gens qui disent que nous avons besoin d'une stratégie. Nous devons mettre en œuvre une stratégie. Nous avons besoin de ressources pour la stratégie et nous devons évaluer l'impact de la stratégie. Et c'est ce que beaucoup font et nous allons l'entendre de la part du panel. Deuxièmement, il s'agit aussi de l'engagement. Nous avons beaucoup parlé d'habiliter les infirmières et de leur permettre de s'exprimer. Nous savons de première main que les infirmières et les prestataires de soins de santé qui fournissent des soins aux patients et à leurs familles ont les meilleurs aidés. Ils comprennent ce qui doit se passer en termes de rétention et de recrutement. Nous devons donc mettre en place un groupe de travail national sur l'engagement des infirmières afin d'impliquer les infirmières des points d'intervention, ça peut être différent dans les communautés parce que tout cela est important, mais pour réunir ce groupe de travail au niveau national, il y aura beaucoup d'apprentissage, beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence. Nous avons appris pendant la COVID et même avant cela l'importance de nos experts. Pour beaucoup de nos leaders, beaucoup de nos infirmières qui sont partis, qui ont une expertise, qui voudraient redonner, nous devons avoir une coalition nationale d'experts en soins infirmiers, d'experts en soins infirmiers et de leaders et ils peuvent guider. Quelles sont ces questions clés qui doivent être posées? Où en sommes-nous? Avons-nous besoin de ces meilleures pratiques? Que devons-nous mieux comprendre? Et comment pouvons-nous transmettre ces informations aux décideurs gouvernementaux d'une manière sensée? C'est ça, on a besoin des preuves, meilleures pratiques. Il faut informer cela. Enfin, le point le plus important que Tara a souligné à ce stade, nous devons penser différemment. Nous devons adopter une optique d'équité, de diversité et d'inclusion. Et dans ce rapport, et pour les experts, l'action clé qui a été mise en avant est l'adoption d'une approche fondée sur la distinction pour aligner les services infirmiers sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les droits de l'homme en matière de santé. Ce sont les quatre actions clés. Nous allons en entendre davantage sur certaines d'entre elles
elle aujourd'hui et aussi nous nous réjouissons des conversations en cours. Je vais surveiller mon temps de parole et laisser Tara nous faire avancer. Merci beaucoup, Gail. Et c'est pour ça de haut niveau. Et vous avez perçu un rapport que la Société royale du Canada a partagé les liens. J'espère que beaucoup d'entre vous auront l'occasion de le lire. Nous passons maintenant à la section du panel et chacun de nos panélistes apportera son point de vue, ce qui est vraiment essentiel. Je vais commencer par le Dr. Gail Tomblin-Murphy. Vous allez donc nous non seulement apporter en vous inspirant du rapport et de tout ce que nous avons développé, mais aussi en prenant les parallèles provinciaux et ceux de l'Organisation mondiale de la santé que vous apportez si bien, l'international. Nous aimerions donc vous entendre pour commencer. OK, merci. Donc, nous savons que j'ai eu le privilège de travailler dans l'espace dans le contexte local, également à travers le pays et en tant que directrice du Centre de collaboration en santé, planification et recherche de la main-d'œuvre. Ensemble, nous avons beaucoup appris. Nous devons investir et nous sommes le fondement de notre système. Et c'est assez clair. Et donc, alors que nous allons de l'avant en termes de ce que c'est, quelles sont les principales considérations? Et vous le verrez sur la diapositive et l'examen rapide dont Tara a parlé, que ce soit au niveau mondial, national, peu importe où il se trouve, il parle beaucoup de ces choses sur la diapositive devant vous. L'accès, les considérations d'accès, l'accès aux soins de différentes manières. Et nous avons eu un problème avec cela. Nous ne l'avons pas bien mesuré, nous ne le comprenons pas, mais l'accès est définitivement à l'avant-plan, les pénuries de personnel. Cela fait combien de temps que nous connaissons ces hauts et ces bas de pénurie et d'excédents et que nous voyons venir les choses? Ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a continué à être un problème qui nous a tourmentés, exaspérés à différents moments et donc la surpopulation. Donc nous revenons à des questions qui ont à voir avec l'accès et le flux. Et où apparaissent-ils? Et ils apparaissent à certains endroits, nous pourrions compter les ambulances et déterminer combien sont alignés et combien sont des patients hospitalisés. Mais le vrai problème ici, c'est que nous n'avons pas nécessairement fait examiner l'intégration complète du système dans l'espoir d'avoir les gens chez eux, de les avoir là où ils appellent leur maison, là où ils devraient vivre et être impliqués dans les soins. Les analyses juridictionnelles montrent l'arriéré des opérations chirurgicales et l'impact que la COVID-19 a eu sur la prestation des soins. Nous ne savions pas vraiment ce que chaque vague allait apporter. Nous avons donc pris des décisions concernant la fermeture de certains services, mais en fin de compte, nous devons prévoir des pandémies, nous devons prévoir les poussées, mais en même temps, le service doit rester la même. COVID-19, bien sûr, COVID est quelque chose que nous avons tous vécu ensemble, c'est épuisant. L'idée d'une longue période de COVID ainsi que d'autres pandémies à venir a été un énorme problème. L'accès a également été mis en avant, et lorsque nous parlons d'accès aux zones rurales, nous pensons au Canada et à notre situation géographique. Nous parlons souvent de la prestation de soins en milieu urbain, mais nous savons que nous devons penser plus largement à la gestion des maladies chroniques si nous voulons garder les gens à la maison. Quelles sont les différentes stratégies, par exemple, pour les soins au milieu rural, la prestation des services des soins en milieu rural et quel est l'impact? Nous avons lu beaucoup de choses à ce sujet. L'impact des technologies, l'efficacité, l'amélioration de la productivité et le fait de pousser cela et d'inclure dans certaines de nos planifications est important. Donc, si nous revenons aux solutions que nous avons vues, dont nous avons parlé et que nous sommes en train de mettre en œuvre, la COVID-19 nous a aidé à passer à la mise en œuvre et l'exécution beaucoup plus rapidement dans les partenariats en les articulant autour des personnes. Et donc, si nous pensons à certains des exemples autour du numérique d'abord, dans l'accès aux soins, donc que ça soit synchrone ou asynchrone, cela nous a proposé dans le monde des solutions virtuelles et numériques. Et nous ne reviendrons jamais en arrière quand nous voyons l'impact de ces solutions virtuelles, par exemple sur la prestation des soins. La capacité des personnes est importante. Nous parlons depuis longtemps de rétention et de recrutement, mais nous voyons maintenant des preuves de plan réel d'exécution dans notre province en particulier. Nous avons un bureau de rétention et de recrutement dont le travail est, le sous-ministre et le personnel, de travailler réellement avec le système ainsi qu'un sectoriel avec d'autres pour porter une attention particulière au recrutement. Et ensemble, nous travaillons également sur des stratégies de rétention. Ainsi, si nous pensons à des modèles novateurs, nous sommes passés de l'époque. Et j'en ai fait l'expérience, nous en avons tous fait l'expérience où nous battions contre nous-mêmes, la famille des infirmières, qu'il s'agisse d'une IAA comme d'une MAP, d'une infirmière en pratique familiale ou d'une infirmière autorisée, mais ça a mené
est vers on parle de modèles de soins novateurs pour aller de l'avant de manière à répondre aux besoins des gens et des patients et où les gens se trouvent. C'est donc incroyablement important. Nous l'avons constaté dans les soins de longue durée, les soins primaires, les soins actifs, les soins intensifs et surtout dans les partenariats avec notre communauté. Cette prise de décision en temps réel est donc incroyablement importante. L'autre élément est le système de santé en apprentissage. J'aimerais m'y arrêter un instant. Dans le domaine de la santé, nous sommes le système de santé apprenant. Nous avons donc trouvé les moyens et des stratégies par le biais de notre réseau de chercheurs, par exemple en faisant participer plutôt les étudiants à la prestation des soins et en les rémunérant pour cela. Nous voyons clairement l'impact que cela a sur le système d'apprentissage de la santé et que faut-il faire? Une récente analyse des compétences que nous avons effectuées, cela a touché la plupart d'entre nous pour être innovateurs. Il y a certaines choses qui sont vraiment importantes et nous sommes ici pour penser à ces partenariats intersectoriels à travers le système, la communauté ainsi que l'industrie en tant que partenaire à part entière dans la prestation des soins de santé. Nous devons continuer à être curieux. Nous devons encourager les gens à être curieux et nous devons les soutenir lorsque ces idées ne sont pas mises en œuvre comme ils le souhaiteraient. Et nous devons avoir cet espace sûr pour que cela se produise. Nous devons avoir un leadership visible. Le soutien est incroyablement critique. Et nous devons faire participer nos participants, notre personnel et les personnes à qui nous avons pas nécessairement donné la parole dans le passé. Ensemble, en Nouvelle-Écosse, nous avons fait quelque chose autour de la rétention, du recrutement, l'immersion précoce des apprenants. Nous les faisons venir, nous les embauchons rapidement. Nous leur promettons un poste et ils entrent dans le système de soins de santé. Nous le faisons définitivement en partenariat. Nous cherchons également des moyens d'encourager les équipes à bien travailler ensemble. Et toutes les équipes ne travaillent pas bien ensemble. Et donc, les innovations autour de l'essai de différents modèles de soins, de prestations de soins ont été vraiment, vraiment importantes. Et en ce qui concerne la transition vers la pratique, mon dernier commentaire sera que nous avons beaucoup parlé de l'importance du mentorat et nous avons fait du mentorat sur les épaules des infirmières en exercices qui sont déjà fatigués et à court de personnel. Nous utilisons donc différents types de stratégies pour faire venir des précepteurs, nos infirmières expérimentées et nous travaillons très dur sur l'optimisation des champs d'application et nous en sommes très satisfaits. Les IA qui prescrivent, les IP qui admettent, ce genre de choses est vraiment important, mais que je vais m'arrêter là et passer la parole à mes collègues, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Cal. Et c'est vraiment génial d'entendre l'expérience de la Nouvelle-Écosse et toutes les choses qui se passent. Je vois d'excellentes questions à venir. Mais Linda, c'est à vous maintenant d'apporter vos perspectives nationales. Et nous sommes impatients de vous entendre. Merci beaucoup, Tara. D'abord, merci pour l'invitation. Ce fut une excellente expérience de travailler à nouveau avec Gail. Nous remontons loin dans le temps, jusqu'à la dernière grande pénurie d'infirmières en 1997 avec le Conseil consultatif canadien sur les soins infirmiers, les études sectorielles et les rapports successifs. Et c'était vraiment agréable de vous rencontrer, Tara, virtuellement, et de travailler avec vous. J'appelle depuis les territoires non cédés des peuples algonquins et Anishinaabe qui s'appellent Ottawa. Disons que nous sommes un peu dans le pétrin. C'est que j'ai vu au cours de mes 30 années de travail syndical, je ne l'ai jamais vu aussi mauvais et je n'ai jamais vu un groupe de travailleurs aussi en colère, aussi fatigué et ne voyant pas la lumière au bout du tunnel. Ces rapports et le travail que nous faisons tous collectivement n'ont donc qu'un seul but, les retenir et leur permettre de voir la lumière au bout du tunnel. La pénurie d'infirmières est grave. Il est amusant de constater que je ne suis pas le chercheur ou la chercheuse du groupe et que je vous donne tous les chiffres, mais Statistique Canada dit que plus de 34 000 postes d'infirmières sont vacants. C'est une augmentation de plus 133% au cours des 2 dernières années. Et ce qui m'effraie le plus, c'est qu'une infirmière sur 2 veut changer d'emploi. Et vous vous souvenez peut-être des projets de recherche du passé qui disaient que cela coûtait au système 25 ou cela coûtait 25 000 $ pour qu'une infirmière passe d'une unité à l'autre. Et s'il ou elle déménageait d'un secteur de soins intensifs, on parlait de 75 000 $ et une personne sur 2 veut changer d'emploi. Et en Saskatchewan, c'est 60% qui veulent changer d'emploi, sans compter les 20% qui veulent simplement quitter les soins de santé ou les 20% qui veulent simplement prendre une retraite anticipée. Nous devons donc agir sur ce plan. L'environnement de travail est, quand je dis que je n'ai jamais vu aussi mauvais en 30 ans, il y a une raison. Quand je regarde les différents projets de recherche que nous avons réalisés avec l'Université de Regina, par exemple, en travaillant sur les échelles d'épuisement professionnel, 29% avant la pandémie,
45% montrent maintenant des signes cliniques d'épuisement. Ce n'est pas Linda Silas qui dit que vous avez l'air fatigué. Prenez peut-être un jour de congé ou allez vous coucher avec un bon livre. Non, il s'agit de signes cliniques où ils ont besoin d'une aide clinique. Nous n'avons même pas assez de travailleurs cliniques en santé mentale pour nous aider. Donc, nous devons vraiment faire un travail collectif sur ce que nous faisons. La première raison pour laquelle ils se sentent épuisés est le manque de personnel, 83%. Cela signifie que chaque jour, ils vont au travail, ils terminent leur poste et ils ont l'impression de ne pas avoir fait assez pour leurs patients. Ils ont l'impression de ne pas en avoir fait assez. Ils ont le sentiment qu'ils ont pu commettre des erreurs. Et que faisons-nous à partir de là? Il y a quelques semaines, nous avons eu une réunion avec le ministre fédéral de la Santé, le ministre des Aînés, et la meilleure citation qu'ils en ont tirée de notre réunion avec les chefs de file des soins infirmiers à travers le pays était la suivante. Si nous ne pouvons pas prendre soin de ceux qui prennent soin de nous, nous échouerons. Et c'est ce que nous devons tous nous rappeler à ce sujet. Donc, si je regarde ici, Gail en a parlé un peu, mais nous sommes une grande main-d'œuvre. 10% de tous les travailleurs au Canada travaillent dans le domaine des soins, dans le domaine de la santé, et nous dépensons beaucoup d'argent. Regardez tous les budgets provinciaux. C'est, vous savez, 45% au plus ou plus du gâteau provincial qui va aux soins de santé, 8% du PIB. Si nous avions cette pénurie dans n'importe quelle autre industrie, je vous garantis qu'il y aurait des commissions d'urgence financées par tous les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéraux, parce que ce serait une crise. Mais parce qu'il s'agit des soins de santé, ils jouent en quelque sorte la carte de la modération. Il s'agit d'un problème de main-d'œuvre, donc une question d'offre et de demande. Et en tant qu'infirmière, nous confondons souvent ce problème avec notre responsabilité professionnelle. Mais cette responsabilité professionnelle est ce qui nous épuise. Nous devons parler de l'offre et de la demande. Et pour l'instant, l'offre n'est pas là pour répondre à la demande. Donc, nous parlons de solutions. Tout le monde parle de la même chose. Nous avons besoin d'un plan pan-canadien de ressources humaines en santé. Peut-il s'agir de ressources humaines en santé ou de ressources en soins infirmiers? Cela n'a pas d'importance, mais nous devons réunir les experts, disposer des données appropriées, examiner les meilleures pratiques dans le monde et financer ces pratiques, et c'est ainsi que nous allons le recommander. Et vous verrez beaucoup plus d'organisations comme la commission de la SRC faire ces recommandations. Ce que je dis, c'est que nous avons besoin d'un changement de culture. Nous devons nous éloigner des martyrs des soins de santé, et c'est ce que nous avons vu chez les infirmières, les martyrs des soins de santé. Les employeurs, les gouvernements, les décideurs politiques savent que les infirmières vont rester là. Et c'est comme cet élastique. Ils vont rester. Et pour l'instant, ils sont en train de se casser. Nous devons changer la culture pour voir les infirmières et le reste de l'équipe. Mais nous parlons des infirmières en ce moment comme des travailleurs professionnels et les respecter vraiment en tant que travailleurs et respecter le fait qu'elles ont une vie à la fin de leur service. Ils ont besoin de rentrer chez eux, que ce soit pour s'occuper de leurs enfants ou pour aller au sport. Ils ont besoin de rentrer chez eux et ils ont besoin de ce temps. Ce dont nous commençons à parler, c'est de toujours conserver la main-d'œuvre. Si vous ne pouvez pas conserver votre main-d'œuvre, vous ne pourrez jamais la recruter. Mais nous avons déjà ajouté un nouveau R. C'est le retour, parce que de nombreuses infirmières ont quitté le secteur des soins de travail ou, comme qu'elle a mentionné, ces experts qui sont là et qui veulent simplement aider. Nous savons qu'il y a 35 000 postes vacants dans le monde. Il faut 1,5 corps pour combler ces postes, car devinez quoi, si je suis une infirmière à plein temps, je peux tomber malade et partir, vacances, les congés familiaux. Vous avez donc besoin de ces travailleurs à temps partiel et de ces travailleurs occasionnels pour y arriver. Et nous ne formons que 12 000 infirmières au Canada. Alors, je suis pas très bon en maths, moi, mais ça ne correspond pas. Il n'y a donc pas de solution miracle, mais il faudra retenir, retourner et recruter. Et en 7 minutes, et je n'ai pas le temps de passer en revue toutes les stratégies, mais il y en a beaucoup. Donc, je vous remercie. Merci et miigwech.
Merci beaucoup, Linda, et c'est très instructif. Et vous savez, à votre avis, il n'y a pas assez de temps et c'est un sujet si important. J'aimerais donc laisser la parole au Dr McCarthy pour qu'elle nous parle d'une perspective internationale. Et j'invite également les panélistes à jeter un coup d'œil à la boîte de discussion. Il y a d'excellentes questions. Nous allons en poser quelques-unes, mais si vous êtes en mesure d'y répondre, n'hésitez pas à le faire pendant la présentation suivante. À vous, Carrie. Merci, Tara. Je tiens à remercier la Société royale du Canada de m'avoir invité à participer à cette importante discussion ainsi que l'autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse de m'avoir invité à participer aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, je travaille à l'Organisation mondiale de la santé et je suis donc heureuse de vous fournir un contexte mondial lorsque vous examinez les recommandations de ce rapport. Je pense que le volet mondial est important, non seulement de mon point de vue, mais pour voir dans quelle mesure les différents éléments nationaux et régionaux répondent et sont conformes aux orientations mondiales, mais aussi pour voir notre alignement au niveau mondial avec ce qui se passe dans le pays, afin de nous assurer que nous nous basons sur les expériences des pays et que nous sommes informés par ce qui passe sur le terrain. J'ai donc beaucoup apprécié la publication de ce rapport. En ce moment, l'Assemblée mondiale de la santé est en cours et c'est là que tous les États membres de l'Organisation mondiale de la santé se réunissent pour examiner les politiques et les stratégies mondiales en matière de santé et approuvent souvent différentes stratégies par des résolutions qui encouragent tous les États membres à faire avancer certaines stratégies. Nous parlons donc du contexte mondial des ressources humaines pour la santé qui comprennent les infirmières et les sages-femmes. Je voulais simplement souligner que nous disposons d'un certain nombre de stratégies qui sont passées par cet organe de gouvernance de l'OMS, les États membres et les ministres des ministères de la santé de tous les pays. Il s'agit d'une stratégie mondiale pour tous les travailleurs de la santé jusqu'en 2030 qui inclut les infirmières et les sages-femmes et comporte des éléments importants sur les données et la capacité institutionnelle ainsi que sur les performances et les conditions de travail des travailleurs de la santé. Lors de l'élaboration de cette stratégie, ils ont identifié une pénurie prévue de 18 millions de travailleurs de la santé nécessaires pour atteindre certains de ces objectifs liés à la santé dans le programme de développement durable pour 2030. Cet énorme manque de personnel de santé est l'une des raisons pour lesquelles l'ONU, l'ancien secrétaire général de l'ONU, a convoqué ce comité de haut niveau afin d'examiner la manière dont nous allons remédier à cette pénurie de personnel de santé et de déterminer comment nous pouvons réaliser ces investissements dans l'éducation, l'emploi et les conditions de travail de tous les travailleurs de la santé. Ainsi, nous pourrons surmonter cette pénurie et être en mesure de fournir les services dont les populations ont désespérément besoin pour les soins de santé primaires et la couverture sanitaire universelle, ainsi que d'autres. Peu de temps après, une grande campagne mondiale axée sur les soins infirmiers et la profession de sage-femme a été menée pendant quelques années sous l'impulsion de l'Assemblée mondiale de la santé. Nous avons eu l'année de l'infirmière et des sages-femmes pour stimuler l'investissement à l'action des infirmières et des sages-femmes. Nous avons publié le tout premier rapport sur l'état des soins infirmiers dans le monde 2020 qui nous a fourni certaines des meilleures données et une meilleure compréhension de toutes les dimensions de la main-d'œuvre infirmière mondiale, ainsi que le profil de chaque pays décrivant sa main-d'œuvre infirmière nationale. Nous avons fait la même chose avec le FNUAP en tant que responsable du rapport sur l'état de la profession de sage-femme dans le monde. Et ce sont tous des éléments clés au niveau de la politique mondiale pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme qui ont ensuite catalysé la stratégie mondiale actuelle pour les soins infirmiers et les professions de sage-femme qui a également été présentée à l'Assemblée mondiale de la santé l'année dernière. Ce qui était la première fois que la stratégie mondiale pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme était présentée à l'Assemblée mondiale de la santé. Elle a été adoptée par tous les ministres de la santé avec une résolution encourageant tous les États membres et tous les partenaires à faire progresser la stratégie mondiale pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme. C'est la première fois. Donc, à l'heure actuelle, nous avons un mandat mondial très clair. La stratégie mondiale pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme à l'avant en poupe. Je veux donc vous donner une idée de ce qui est souligné certains domaines clés qui sont alignés sur le rapport dont nous discutons aujourd'hui. Voici donc les 12 priorités politiques des orientations stratégiques mondiales pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme. Elles se répartissent en 4 domaines politiques: l'éducation, les emplois, le leadership et les prestations de services. Dans chacun de ces 4 domaines, il y a objectif quinquennal, notre orientation stratégique pour chacun de ces domaines. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je mentionnerai à nouveau le domaine de l'éducation. Nous nous concentrons sur les niveaux de formation des infirmières et des infirmiers,
diplômés et nous nous demandons s'ils correspondent aux rôles optimaux dans les milieux de prestation de services. Nous voulons nous assurer qu'il y a suffisamment de diplômés. Nous en avons parlé aujourd'hui pour répondre à l'élément du système de santé. Nous voulons nous assurer que les programmes d'éducation sont basés sur les compétences et qu'ils ont des normes de qualité comme l'accréditation et assurer que les facultés sont suffisamment de professeurs qui sont suffisamment formés. En ce qui concerne les emplois, les priorités politiques concernent un grand nombre de choses dont vous parlez aujourd'hui, à savoir la planification et la prévision de la prestation de services par les infirmières et les sages-femmes, s'assurer qu'il y a suffisamment d'emplois pour les infirmières et les sages-femmes et s'assurer que le système de santé crée des emplois, renforcer l'immigration éthique et le recrutement et l'immigration rationnelle et être capable de développer, d'attirer, de recruter et de retenir les infirmières et les sages-femmes là où elles sont les plus nécessaires. Le troisième domaine est le leadership. Il y a deux priorités politiques dans l'agenda mondial. Établir ou renforcer le poste de direction des infirmières et des sages-femmes au niveau national ou sous-national et investir dans le développement du leadership des infirmières ou des sages-femmes afin qu'elles aient ces connaissances politiques et ces compétences de leadership dans le répertoire. Le dernier domaine est celui de la prestation de services et il se divise en deux domaines. L'une des priorités politiques concerne la réglementation professionnelle en s'assurant qu'elle est à jour et qu'elle renforce et permet la pleine pratique et la pleine contribution des infirmières et des sages-femmes dans le cadre de prestation de services. La deuxième priorité concerne l'environnement de travail, c'est-à-dire ce qui doit être mis en place pour permettre et soutenir les infirmières et les sages-femmes dans la prestation de ces services dans une série de contextes différents. Donc, quand j'ai regardé les recommandations dans ce grand rapport, je n'ai pas pu m'empêcher de les associer aux différentes priorités politiques. Et Russell, je vais vous demander de cliquer plusieurs fois, mais j'ai vraiment vu que la première recommandation concernait clairement le domaine de l'emploi. Ces trois-là sont en rouge. La recommandation 1 concernait l'environnement de travail sur la droite. De même, les recommandations 5 et 6 de ce rapport concernaient vraiment cet environnement de travail pour moi. Votre troisième recommandation concernant l'engagement politique des leaders infirmiers à différents niveaux est vraiment alignée sur le volet leadership, à la fois sur le volet leadership infirmier senior et sur le volet développement et mentorat. Votre quatrième recommandation porte sur la collaboration. Je pense qu'elle mentionnait l'aspect de la réglementation avec les conseils et le soutien aux enseignants et tous ces aspects clés qui sont vraiment ressortis avec force dans votre rapport parce qu'il y a vraiment au moins 3 recommandations parsemées dans ce rapport qui se concentraient vraiment sur cet environnement de travail. Et Linda, wow, vous avez vraiment décrit en détail certains de ces éléments clés. Je voulais juste souligner que cette priorité politique dans les orientations stratégiques touche également à cela, dans la mesure où il est utile d'avoir cette priorité politique globale, soulignant certaines de ces questions également. Il couvre des aspects tels que les environnements favorables, mais aussi la discrimination sexuelle et les questions de diversité, l'inclusion et de protection des droits. Et il y a le travail décent et certains des moyens, les actions habilitantes que nous encourageons dans notre stratégie mondiale pour les infirmières et les sages-femmes ont à voir spécifiquement avec les impacts de la pandémie du COVID sur les infirmières et les sages-femmes, mais ont aussi à voir très explicitement avec la dotation et l'affectation des infirmières et des sages-femmes dans ces équipes, permettant une pratique complète à des aides à la décision et question d'élimination de tolérance zéro pour tout type de discrimination, de violence, de harcèlement et aussi d'encouragement des politiques de transformation du genre. Tout cela fait partie des orientations stratégiques spécifiques aux soins infirmiers et aux sages-femmes pour les 5 prochaines années. Je voulais également attirer l'attention des travailleurs de la santé en général sur l'impact de la COVID. Je sais que nous avons parlé de beaucoup de ces choses aujourd'hui, mais nous nous penchons également sur la question au niveau mondial et nous essayons d'obtenir certaines de ces données globales qui ne concernent pas seulement la santé des travailleurs de la santé, mais aussi leur bien-être et leurs conditions de travail qui, nous le savons, sont si importantes, et aussi la disponibilité et la distribution et ce que certains de ces mécanismes de réponse ont signifié pour la disponibilité des infirmières et des sages-femmes. Nous allons entrer dans plus de détails sur cette diapositive. Je veux souligner quelque chose qui est encore dans les sujets sur les conditions de travail et l'environnement de travail, quelque chose qui est discuté. En fait,
En fait, il vient d'ajourner il y a un peu et nous recommencerons demain. Il y a un rapport devant l'Assemblée de la santé. Il s'appelle le Global Health and Care Worker Compact. Il s'agit d'une proposition de pacte qui inclut ces 4 domaines en termes de sauvegarde des droits des travailleurs de la santé, des garanties d'inclusion et de l'absence de discrimination, de fourniture de soutien et de prévention des dommages pour les travailleurs de la santé. La précédente Assemblée de la santé avait demandé à l'Organisation mondiale de la santé de développer ce projet et de le soumettre à l'examen de cette Assemblée en vue de son adoption potentielle et de l'adoption potentielle d'une résolution par les ministères de la santé de tous les États membres. Il s'agit d'un recueil d'instruments juridiques et internationaux existants qui peuvent être utilisés pour informer les politiques, les actions de plaidoyer, les analyses comparatives et les progrès en matière de protection et de sauvegarde de tous les travailleurs de la santé et des soins. Il s'agit donc d'une excellente ressource pour améliorer l'environnement des travailleurs de la santé et pour mener des actions de sensibilisation au niveau mondial, national et régional. Je tiens donc à le souligner. J'espère que nous aurons une décision à ce sujet aujourd'hui, d'ici l'Assemblée mondiale de la santé demain. Et je vais conclure. J'attends avec impatience les futures discussions avec vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kerry. Je suis en train de regarder le sommet et toutes ces présentations extraordinaires, mais les commentaires et le chat dans la boîte de chat et les questions qui surgissent sont tout aussi extraordinaires. Je vais donc essayer d'être très créatif. J'essaie de passer en revue toutes les questions, ce que nous puissions retenir 3 thèmes clés. Je vais m'adresser à chacun d'entre vous. J'ai également décidé à qui je vais soumettre les questions et bonne chance pour cela. Donc, je vais d'abord m'adresser à vous, Linda. Vous savez, il y a beaucoup de discussions sur la flexibilité et sur la façon de penser aux nouvelles infirmières et à leurs préférences. Ainsi, lorsque nous pensons à valoriser les infirmières et à l'intégrer dans l'environnement de travail, pouvez-vous nous dire à quoi nous pensons lorsque nous disons temps plein, temps partiel et comment les gens peuvent travailler d'une manière qui correspond vraiment à leur style de vie? Je pense aussi au fait que de nombreuses femmes sont infirmières. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît, Linda? C'est une question d'équilibre de charge de travail. Cela n'a pas de sens quand une infirmière, quel que soit son âge, vous dit qu'elle ne peut pas travailler 37 heures par semaine. C'est la moyenne d'un emploi à temps plein au Canada et c'est parce que nous manquons de personnel, parce que nous n'avons pas le personnel adéquat dans les bons secteurs au bon moment. Et nous ne respectons pas ces personnes en tant que travailleurs parce qu'elles ont une vie en dehors du travail. Je regardais la liste des questions de Michael et Michael a posé des questions sur le financement, toutes ces belles recommandations et il a tout à fait raison. Personne ne s'engage à verser des sommes réelles pour améliorer la situation. Une autre de vos questions, est-ce parce que nous sommes en profession à prédominance féminine? Je dirais que oui. Cela dure depuis trop longtemps et c'est à cause du chromosome YX et du fait que nous acceptons beaucoup de conneries depuis très longtemps, trop longtemps. Les jeunes infirmières nous disent qu'elles veulent un préceptorat rémunéré. Elles savent que si elles ont une orientation solide, elles resteront dans cet emploi et elles resteront heureuses. Nos infirmières épicées, nos infirmières plus âgées nous disent « Respectez mon expérience, mettez-moi dans un rôle de mentor, aidez-moi à aider ceux qui ont besoin d'une orientation, respectez cette expérience professionnelle. » Et je pourrais continuer ainsi longtemps, mais il s'agit de respecter le travailleur et de s'assurer que nous en avons suffisamment. Et parfois, cela signifie fermer des services. Merci, Linda. Et bien dit, bien dit. Et vous savez, beaucoup de gens sont d'accord avec vous. Et donc, s'il vous plaît, continuez à regarder et voyez si vous pouvez continuer à répondre. Carrie, je vais m'adresser à vous. Et cela est ressorti très clairement de votre présentation et aussi des questions de l'auditoire. Donc, si tout cela n'est pas nouveau, comment pouvons-nous vraiment tenir le feu au processus? Comment pouvons-nous passer à l'action? Parce que nous avons déjà fait le tour de la question. Alors, que suggérez-vous à ce sujet? Oui, je pense que je suis d'accord. Lorsque nous avons examiné les précédentes orientations stratégiques pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme, un grand nombre de ces questions clés ont été soulevées et beaucoup de ressources mondiales ont été vraiment martelées sur ces thèmes. Je pense que ce qui est différent maintenant, c'est qu'il y a eu une résolution au niveau mondial, il y a eu une stratégie pour le rétablissement des soins infirmiers qui a été adoptée avec la résolution et qui a incité les États membres et les partenaires à l'inclure. Il y a donc là une grande force de traction
action qui, si elle le souhaite, peut être exploitée et faire l'objet d'une action. Je pense que donc qu'il y a une opportunité pour cette action politique réelle, pour cette action politique et ce plaidoyer et beaucoup de bases solides pour le faire. Je pense que cela doit se traduire au niveau national et que le pays doive donner la priorité au développement de leur personnel infirmier et des sages-femmes pour l'ensemble du personnel de santé afin d'atteindre les objectifs de santé. Et nous savons que cela signifie qu'il faut s'occuper des conditions de travail et de ces défis parce que sinon, il n'y a tout simplement pas de travailleurs de la santé là où ils sont nécessaires pour fournir les services. Donc, je pense que d'un côté, il y a des défis plus importants que ce que nous avons probablement jamais vu. Linda a dit qu'elle n'avait jamais vu aussi mal et je la crois. D'une part, je pense que d'autre part, nous avons l'attraction et le soutien politique et de plaidoyer que nous n'avons jamais eu auparavant. Et donc, je pense que c'est une question de ce que les pays sont capables d'identifier et ensuite commenter comment tous les différents types de partenaires sur le terrain peuvent soutenir. Et je pense que toutes nos agences s'engagent de différentes manières pour faire avancer ces priorités au niveau national. Et donc, je pense qu'en tant qu'OMS, nous nous engageons avec nos différents partenaires, nos centres de collaboration, nos acteurs non étatiques, nos groupes comme le CII et le ICM pour vraiment nous engager au niveau national. Et je pense qu'il s'agit pour chacun de jouer son rôle respectif et de contribuer à faire avancer les choses dans les différents contextes nationaux. Merci, Carrie, et je vais passer à toi, Gail. Donc, une des choses que nous avons ce rapport fantastique, comme il y a eu beaucoup de rapports. Alors, comment pouvons-nous nous obliger à agir? Et qu'en est-il du financement? Et qu'en est-il du financement nécessaire pour effectuer un travail supplémentaire dans votre rôle, comment vous le voyez, sans oublier que nombre d'entre elles peuvent être mises en œuvre de différentes manières dans d'autres juridictions, comment on met le travail ensemble à l'échelle nationale tout en prenant des mesures. Merci beaucoup, Tara. Et cela a été très, très utile aujourd'hui. De notre côté, je regarde les commentaires et ils sont si importants. Quoi de neuf? Nous avons dit ces choses avant. Nous avons eu des stratégies. J'ai rédigé, dirigé de nombreux rapports. Je pense que la différence aujourd'hui est que le système dans l'ensemble du pays et ailleurs est au point mort. Et comme Linda l'a dit, nous ne pouvons pas continuer à fournir des soins sur le dos des infirmières et des autres prestataires. Nous devons nous arrêter et réfléchir. OK, devons-nous ralentir les services? Devons-nous faire ces choses et ralentir les services qu'il s'agisse d'un arriéré chirurgical ou autre? Tout cela est très politique. Nous avons donc maintenant ces stratégies qui ont un impact sur les tables politiques au plus haut niveau, ainsi que sur nos décideurs, afin de déterminer quelles sont ces stratégies. Là où nous faisons la différence à travers le pays, je crois, c'est que nous apportons des solutions à la table. Je vois qu'Annette Elliott-Rose, par exemple, a demandé certaines de ces solutions dans le chat. Il y a beaucoup d'experts qui ont fait le tour. Carol Estabrooks a fait des commentaires et d'autres ont dit que nous devions être très prudents. Nous avons des stratégies. Et il n'y a pas une seule stratégie. Nous ne pouvons pas, par exemple, augmenter le nombre de places en éducation sans penser à l'emploi, au déploiement, à l'utilisation appropriée, par exemple. Nous ne pouvons pas penser à l'embauche et supposer que les gens ne veulent pas d'un travail à temps plein, alors qu'en fait, beaucoup le veulent. Certaines personnes veulent un travail à temps partiel, d'autres veulent un travail occasionnel. Mais c'est aussi investir dans ces stratégies. Ce ne sont pas seulement des choses agréables à faire. Annette a parlé d'idées innovantes. Nous avons des subventions pour l'innovation, par exemple, mais certains des meilleurs investissements dans l'innovation se font avec nos infirmières et notre personnel de santé sur le lieu d'intervention qui comprennent certaines des innovations qui vont faire la différence. Il s'agit donc d'investir définitivement en eux. Le dernier commentaire que je ferai, et je pense que c'est à Carrie de le faire, c'est que j'ai le privilège de diriger un centre de collaboration de l'OPS, de l'OMS pendant de nombreuses années. On a beaucoup appris. Le contexte est important. Nous devons engager les gens de manière significative. Nous devons renforcer les capacités de sorte que nous devons prendre certaines de ces leçons apprises et les appliquer à plusieurs de nos stratégies. Elles ont trait à la transition vers la pratique, au soutien des infirmières et des autres personnes dans le parcours d'apprentissage continu et à la nécessité de leur rendre la vie facile ou plus facile que ce qu'elle a été. Et cela demande un investissement. Cela signifie de l'argent et si nous n'investissons pas dans ces stratégies, nous continuerons d'avoir des lacunes et la pénurie. Et le système de prestation de soins ne sera pas du tout adéquat pour les Canadiens ou pour les autres. C'est donc beaucoup de
inaudible dans cette réponse. Caveat. Merci beaucoup, Gaël. Donc, je vais donner peut-être 1 minute ou 30 secondes à chacun d'entre vous pour dire quelle est la chose que vous faites, soit au sein de votre organisation ou de votre juridiction, pour apporter l'une de ces choses dont les gens parlent ou une action, la voie à survivre. Je vais commencer par vous, Linda, puis je passerai à Kerry et enfin à Gaël. Eh bien, pour nous, nous avons donné un message fort à tous les premiers ministres des provinces et des territoires. Nous sommes main dans la main avec eux pour faire pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir plus de paiements de transfert. La seule réserve est que nous avons besoin de voir une stratégie sur les ressources humaines en santé. Nous ne pouvons pas continuer tout cela. Nous travaillons également avec le gouvernement fédéral pour voir si nous pouvons travailler dans le cadre de l'assurance-emploi pour des programmes de transition. Tout le monde nous dit qu'ils veulent améliorer leur avenir, mais aussi pour une meilleure éducation. Passer d'une IAA à une IA, d'une IA à une IP, ou d'une préposée aux bénéficiaires à une IAA, ou même à une IA qui suit un cours de soins intensifs. Nous devons relier des programmes qui existent pour les autres travailleurs, les mettre à la disposition des infirmières. Merci. Merci, Linda. Kerry? Bien sûr, merci. En ce qui concerne les activités de notre organisation, je pense que les éléments les plus intéressants, en plus de la stratégie mondiale pour les infirmières et les sages-femmes, sont ceux qui sont en cours d'élaboration par l'Assemblée mondiale de la santé. Je vous encourage donc à surveiller le pacte mondial sur les soins et la manière dont il peut être mis à profit dans vos établissements. Par ailleurs, l'Assemblée des ressources humaines pour la santé a élaboré un programme intitulé Travailler pour la santé 2022-2030, qui devrait nous mener à la fin de cette période couverte par les objectifs du millénaire pour le développement. Ce programme aborde la question des investissements dont les gens ont parlé et qui est vraiment au cœur du problème. Si nous n'investissons pas dans l'éducation, l'emploi et les conditions de travail, nous ne pouvons pas espérer que quelque chose change. Je pense qu'on est dans une période difficile et nous avions vraiment besoin d'au moins stabiliser, augmenter les investissements dans ces domaines. Le programme Travailler pour la santé se concentre donc sur la manière de trouver cette marge de main-d'œuvre budgétaire au niveau national et d'inciter les partenaires, les institutions financières internationales à orienter ces investissements dans la bonne direction. Je pense donc que c'est un autre élément qui, espérons-le, fera la différence de notre côté. Merci, Kerry. À vous, Gail. Merci. Et quelques exemples que je vais vous donner. Le premier, c'est l'action. Donc, nous avons fait tout fait pour la formation et la certification, qu'il s'agisse de l'évaluation des infirmières formées à l'étranger, des infirmières en soins intensifs, des paramédicaux, peu importe. Nous avons donné une autre image à tout cela. Nous croyons maintenant en l'apprentissage continu tout au long de la vie et nous soutenons les infirmières et les autres personnes dans cette voie. Nous avons donc modifié l'appellation de cette partie qui s'appelait Interprofessional Practice and Learning, pratique et apprentissage interprofessionnel, et qui s'appelle désormais le Learning Institute for Healthcare Providers, l'Institut d'apprentissage pour les prestataires de soins de santé. Donc, il s'agit d'un voyage d'apprentissage continu. Deuxième chose, s'agit d'un Health Innovation Hub. Nous sommes en train de développer des idées autour d'un institut du bien-être où nous nous concentrons sur le maintien en bonne santé de notre personnel de santé. Nous avons beaucoup appris de nos collègues de l'indemnisation des actions de travail qui ont travaillé très très dur avec nous pour que les gens soient en bonne santé de manière à ce qu'ils puissent retourner au travail. Mais nous devons faire plus que cela. Et donc, ce type d'institut de bien-être est quelque chose qui nous enthousiasme vraiment. Ce sont donc 2 exemples concrets que j'aimerais donner. Merci beaucoup. Et je pense que les gens peuvent s'adresser à n'importe lequel d'entre vous, poser des questions supplémentaires alors que nous essayons de conclure la session. J'encourage les gens à aller lire le rapport complet. Il est disponible sur le site web de la Société royale du Canada. Au nom de la Société royale du Canada et en mon nom personnel, je tiens à remercier les extraordinaires panélistes d'avoir partagé leur expertise et leur expérience aujourd'hui, mais aussi l'auditoire pour sa participation fantastique du bout en bout. J'encourage également les gens à se joindre à la conversation sur Twitter en suivant le site RSC The Academies. Et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez envoyer un courriel à events@rsc.src.ca. Donc, l'enregistrement sera disponible absolument, oui. Et merci beaucoup à vous tous d'être venus aujourd'hui et merci aux merveilleux panélistes et merci à la Société royale du Canada.